Dans cette vidéo, je vais vous parler de dépendance, de perte d'autonomie, d'aide de vie, de solitude. Quand on m'a diagnostiqué la sclérose en plaques, j'étais soulagée. Parce que, enfin, je sais ce que j'ai. C'est bien une maladie. On m'a pas dit rentrez chez vous. Vous n'avez rien, c'est dans la tête. Mais à force, on finit par y croire qu'on est fada. Bah ouais. Sauf que, quand même, ma mère me disait non mais Christelle, moi je te crois. Je vois bien que t'as quelque chose. Mais même une personne qui me dit t'as l'air malade. Je dis putain. Tout le monde voit que je suis malade sauf les médecins. Et alors, pendant 26 ans, je me suis traînée la sclérose en plaques rémitante, sans le savoir. J'ai eu des poussées, sans le savoir. Et puis un jour, quand on m'a diagnostiqué la maladie, on m'a dit, bon, vous êtes encore debout après plus de 20 ans, il n'y a pas d'urgence thérapeutique à vous soigner. Effectivement, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a surtout plus d'urgence parce que là, j'étais en train de passer en secondaire progressive. Et bien finalement, quand on m'a mis sous Copaxone, ça a eu une action sur les poussées, parce que j'étais encore en poussée quand même, dans la phase transitionnelle, hein, on va dire. Et puis, donc en 2007, diagnostic, 2010, on me dit j'ai une forme secondaire finalement. Et puis voilà, au fil du temps, depuis 2010, ça fait quand même 12 ans, bientôt 13, la maladie a bien avancé. Maintenant, on ne dit plus que c'est une celle bénigne, parce qu'à l'époque, on disait c'est bénin, parce que plus de 20 ans avec, sans qu'on l'ait eu, bah, vous marchez encore. Ouais, mais sauf que là, maintenant, elle est en train de passer en phase progressive. C'est comme ça qu'on a vu que j'avais la sclérose en plaques. Sinon, si c'était resté une celle bénigne, on l'aurait pas vu. On aurait encore dit que c'était dans la tête, que c'était des conneries, ce que je disais, que j'avais rien. Maintenant, on le dit plus. Maintenant, on voit que j'ai une sclérose en plaques. Et maintenant, j'ai besoin d'aide. Encore plus. Depuis que ma mère est décédée, bon. Le décès de ma mère a fait en sorte que je me suis rendu compte que je pouvais vivre sans elle. Comment dire? Parce qu'à une époque, j'ai cru que j'avais besoin de mes parents pour vivre. Je n'avais pas travaillé. Je ne savais pas que j'avais la maladie. Mais je l'avais pourtant. Et donc, j'ai pas pu travailler à cause de cette fatigue chronique. Et finalement, mes parents avaient besoin de moi. Enfin, du moins, ils me gardaient pour eux. Voilà ce que j'ai vécu. Et ça, c'est dur maintenant parce que je me retrouve seule. Et là, ce matin, la gastro, c'est qui la personne à côté de vous? C'est mon aide de vie. Parce que toute seule, je peux pas. Et non, je suis pas mariée. J'ai pas d'enfant. J'ai juste un père qui vit en EHPAD et qui compte encore sur moi pour m'occuper de lui. Pas de manière clairement, bien sûr. Et ça fait un choc de se dire, waouh, quand même. Pendant les meilleurs moments de ta vie, tu t'es consacré à aider tes parents. Parce que tout ça, parce que la sclérose en plaques t'a empêché d'avoir un boulot et d'avoir une vie autonome et que... Parce qu'à l'époque où j'ai failli me marier, j'ai déjà atteinte par la sclérose en plaques. J'ai fait une poussée de troubles cognitifs qu'on a compris comme une dépression. Oui, j'ai fait une dépression, bien sûr, mais c'était avec conséquence. Et à l'époque, j'ai viré mon copain. Parce que je pensais... Comment dire? J'étais pas bien, en fait. Parce que j'étais pas bien. Et là, avec le recul, je me dis... Ah, j'aurais quand même aimé lui dire en face, avant de mourir, que, tu sais, à l'époque, si je t'ai quitté, c'est quand même beaucoup parce qu'il y avait la sclérose en plaques. Sans le savoir. Je savais pas. J'étais pas bien. Et quelque part, je me dis, la maladie m'a volé ma vie, quoi. Et c'est dur, de se dire ça. C'est dur. Et donc, par rapport à la dépendance, ben, je vois que la maladie me vole encore de plus en plus de choses. Et c'est pas pour vous foutre le moral à zéro que je dis ça, hein, mais donc, j'ai de plus en plus besoin d'aide. Et des fois,
même si Jalila est charmante, des fois ça me gonfle, quoi. Ça me gonfle. C'est pas elle qui me gonfle, c'est de me dire, la maladie m'oblige à demander de l'aide. Et si le jour elle vient en retard ou qu'elle n'est pas là ou quoi, comment je fais? Et non, bah non, t'as pas, tu voudrais putain, être comme tout le monde, quoi. Et là, quand je vois qu'elle me parle de vacances, d'aller au Maroc, de partager des choses avec des amis, tout, je lui dis, toi, t'es dans la vraie vie. Moi, j'ai une vie sclérosée, quoi. Une vie où tu dois te limiter en tout, quoi. Alors bon, je me rattrape en faisant des aquarelles, parce que contrairement à elle, moi, j'ai du temps. Voilà. Donc j'essaie de me mettre bien à profit. Mais voilà, il faut être conscient de ça. Même si je dis que la maladie m'a volé ma vie, d'un autre côté, je vis quand même. Enfin, elle a volé une partie de ce que j'aurais pu faire, ce que j'aurais dû faire, si j'étais normale, valide. Parce que le mot normal, c'est pas terrible comme mot. Voilà, donc des fois je suis en colère que cette maladie pour ce côté dépendance, quoi. Je suis obligée de faire appel à une aide de vie, et si un jour je me dispute avec elle, et ben tu l'as dans l'os, quoi. Parce que tu sais que tu... Enfin, je pense à un monsieur qui peut s'occuper, qui est très très dépendant parce qu'il avait eu un accident de voiture plus la maladie de Parkinson. Et bien à la fin, il est décédé du Covid, soi-disant. En réalité, il est décédé parce que il a dû aller à l'hôpital, et à l'hôpital, bah, ça se trouve, c'est dans l'ambulance, il a chopé le Covid, bref. Et du coup, comme il a le Covid, ils ne sont pas fait chier. Tu n'arrives pas à manger parce que tu as fait des fausses routes à répétition, du coup, il a été envoyé là-bas pour une infection pulmonaire, je sais pas. Il ne mange pas tout seul, alors plutôt que de se faire chier à lui donner à manger ou lui mettre des sous. Ils l'ont laissé crever, quoi. Ouais. Il a le Covid, ah bah très bien, il a le Covid. Allez, on va plus lui donner à manger. Et puis au bout d'une semaine, bah, il est mort. Et quand sa fille n'a pas, à mon avis, elle a eu des directives anticipées du style, elle va pas un changement thérapeutique, même ses amis n'ont pas pu aller le voir pour lui dire au revoir, adieu. Il est mort tout seul, dans son lit d'hôpital, quoi, à cause du Covid. Et contexte, enfin, Covid, quoi. En réalité, il n'est pas mort de ça, il est mort qu'on ne lui ait pas donné à manger, quoi. Et je lui disais, ben moi j'ai pas envie de ça pour moi, quoi. Et là, quand le médecin m'a voulu m'hospitaliser pour toute la perte de poids, j'ai dit non. Et donc là, je suis un peu confiante parce que je me dis j'ai repris 400 grammes. Et bon, voilà. Et cette dépendance, ben, les gens peuvent en profiter. Vous êtes handicapé très lourdement, qu'est-ce que vous faites? Lui, il n'avait même plus le courage de se révolter. Il avait un médecin qui était horrible. Il avait... Ouais, voilà, bref. Et ça peut être dramatique, quoi. Donc il faut être bien entouré. Bien entouré. Et c'est pas simple quand on se retrouve du jour au lendemain, voilà, t'es resté avec tes parents pendant des années, tes parents ne sont plus là, t'as pas de mari, t'as pas d'enfant, t'as plus de famille, t'es en conflit avec ton grand frère, l'autre il est parti en Australie, j'ai encore ma tante et mon oncle, heureusement. Et voilà. Et puis après, tu te raccroches aux aides de vie, c'est normal. Hein. Après, d'un côté, c'est agréable parce que tu te dis que tu t'entends bien avec les personnes qui t'aident au quotidien, et d'un côté, tu dis ouais, mais je suis dépendante. Et j'aime pas. J'aime pas être dépendante. Ça veut dire que si un jour elle part, je vais la voir dans l'os, enfin, je vais être mal, quoi. Et puis même si elle part pas, elle peut profiter de ma vulnérabilité. Et tu n'oses pas te dire, bon, c'est pas simple. C'est pas simple. On peut pas être pareil que si tu es quelqu'un qui a de la famille, qui est entouré et qui emploie des aides de vie. Bon, ça va pas, ou elles peuvent dire tout ce qu'elles veulent. Là, on est aussi un peu en lien affectif, quoi. Parce qu'on est seul, tellement seul que et si la présence, enfin, si la personne on l'apprécie, et bien sa présence nous fait du bien.
Et quand par exemple on a une émotion forte, par exemple, voilà, on sent qu'on perd du poids, que ça va pas, qu'on est malade, bah, qui on a autour de nous? La vie. Donc on se confie à elle. Et puis des fois, moi je me souviens à l'époque avec ma mère, quand on avait des moments durs comme ça pouvait être la part d'un chat, ou ça peut être par exemple l'annonce de sa maladie, et ben on se prenait dans les bras. Et ça, on ne fait pas avec son aide de vie. Ou alors si on le fait, comment dire. Ce qui est marrant, c'est que, je vais vous dire, vous voulez que je vous le dise? Avec Daïla, c'est arrivé des fois que, ben voilà, j'ai pris une émotion, je me mettais à pleurer. Et à ce moment-là, au fond de moi, je me rappelais le moment de partage avec ma mère où ça fait du bien à tout le monde. C'est pour ça que je me suis acheté un gros nounours. Et ça fait du bien, même si c'est un nounours, ça vous fait du bien. Si vous n'avez personne qui prend dans les bras, prenez un gros nounours, ça fait toujours du bien. Et bien, ce jour-là, j'étais en pleurs et elle me disait, vas-y pleure, ça fait du bien de pleurer. Et je disais en moi, mais ouais, ça fait du bien de pleurer, ouais. Enfin, disons que ça fait du bien surtout de lâcher l'émotion qui vient. Si c'est des émotions qui s'expriment par les pleurs, et ben je vais pleurer. Si c'est par les rires, je vais rire. Et là, j'ai envie de dire, ouais, mais bon, tu sais qu'à ce moment-là, quelqu'un que j'apprécie me prenait dans les bras, ça me ferait du bien, encore plus de bien. Mais à l'époque, je sentais que, de toute façon, je n'aurais pas demandé. Parce que j'ai trop de pudeur. Comment dire, je vais pas forcer quelqu'un. Et elle était loin de moi. Et dernièrement, quand je lui ai dit, j'apprécie ta présence, je me suis mise à pleurer comme ça, parce que je sais plus, oui, c'est parce que j'essaie de reprendre du poids, et elle m'aide, donc elle fait on pèse les aliments et tout. Et à ce moment-là, elle n'a pas du tout eu la même réaction qu'elle faisait d'habitude. D'habitude, elle se serait finalement éloignée de moi, ou pas, du coup, pas rapprochée, en disant vas-y, pleure, ça fait du bien. Là, elle m'a pas dit ça. Elle s'est rapprochée de moi, elle m'a posé la main sur l'épaule quand j'ai pleuré. Et oui, mais non, tu sais, moi je t'aime bien aussi, je t'aime beaucoup, un truc comme ça. Et ben, ça, comment dire, ça fait, ça fait du baume au cœur de se dire, bon, euh, comment dire, dans ce moment où l'émotion, c'est fort, hein, chargé d'émotions, on vit encore plus difficilement la solitude. Et quand on a tissé des liens affectifs avec quelqu'un, c'est difficile quand il n'y a pas de contact physique. Le contact physique que j'ai avec Jaïla, c'est quand elle me fait les étirements qu'on lui a appris à faire la kiné, qu'elle me masse. Elle me masse des fois aussi les cervicales. Et le peu de contact, c'est quand même une tendresse pour moi. Je le reçois comme une tendresse. Ce que j'appellerais des miettes de tendresse, parce que forcément, et de sa part, ce que je ressens, c'est que elle le fait pour me faire du bien. Enfin, comment dire, elle sait que si je reste trop longtemps sans kiné, ce qui est le cas en ce moment, parce que c'est à partir du mois d'août qu'il n'y a plus de kiné, et c'est pour ça que la kiné lui a appris à faire ses gestes, donc c'est sous contrôle du kiné quand même, eh bien, elle sait que ça va être préjudiciable pour mon corps, pour mon état, et aussi pour ma psyché, parce que finalement, et ça c'est important à comprendre, pour les personnes qui vivent pas ce qu'on vit. Le toucher, c'est important. Et le problème, c'est que on a soit un toucher médical, hein, le professionnel de santé qui va vous toucher, soit on pense à un petit ami ou à une copine. Et entre les deux, bah, on a les parents. Moi, même avec mes frères, j'ai jamais été très... On ne s'est jamais fait de câlin. Avec ma mère, si. Avec mon père, ça m'est arrivé. Et finalement, ce que je voulais dire... Ben forcément, l'affection, on en manque. Voilà. L'affection, on en manque. Et le problème, c'est que ça ne veut pas non plus... comment dire, tu peux pas dire à une personne... Je sais qu'il y a des gens dans la rue qui proposent de faire la câlinothérapie, on se prend dans les bras. Voilà. Mais moi, j'ai pas ressenti de la même manière une étreinte donnée par quelqu'un que j'apprécie que par n'importe qui. Je sais pas, ça va pas avoir le même impact pour moi, en fait. Vous voyez ? Et forcément, c'est normal
en dehors de tout ce qui est transfert et contre-transfert, dont j'ai déjà parlé, on s'attache à quelqu'un qu'on voit tous les jours, quasiment tous les jours, avec qui on parle, à qui on se confie. Et ça, c'est à la fois bénéfique et dangereux, parce que cette dépendance, moi, elle me fait peur. Je veux pas que la maladie m'oblige à être comme ça avec quelqu'un. C'est dur, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais me pousser au départ, me pousser à faire des choses, des activités qui vont me faire sortir de cet isolement social. Donc, j'ai proposé un atelier découverte de l'aquarelle il y a un mois de ça, un mois et demi. Ça a marché et je l'ai refait il y a une semaine de ça, samedi matin, de 10h à midi. Et il y a trois personnes en plus de moi. Il y a deux personnes. Et ces personnes m'ont dit, fais pareil, propose un atelier pendant l'année. Ça nous intéresse. Et donc c'est bien parce que je partage ma passion et en même temps, ça fait découvrir d'autres personnes et partager avec d'autres personnes. Alors c'est pas pareil, hein, bien sûr. C'est pas le même rapport que j'ai avec ces personnes. Je les prendrai pas dans les bras. Mais c'est quand même un lien social. Et ça c'est important. Donc quand on devient très dépendant de lui, entre autres, c'est bien de s'en rendre compte et de commencer à mettre en place d'autres des activités ou des actions qui vont faire que vous allez petit à petit sortir de cet isolement social. Moi, dans 5 mois, je vais déménager, donc j'aurai des voisins, donc peut-être que je vais essayer de me forcer un peu au départ, parce que naturellement, j'ai du mal, si t'as pas la maladie, ça m'incite pas à aller... je veux pas dire que j'ai honte de la maladie, mais bref. Puis bon, j'étais habituée avec ma mère qui aimait pas du tout. Elle était un peu autiste sociale, quoi, donc, oulala, chacun chez soi, on va pas m'emmerder. Et du coup, elle était pas très sociale, alors qu'on père, il est, oui. Voilà, donc j'ai pas été habituée à ça, quoi. À trop... Voilà, bon, je voulais parler de ça, voilà, c'est fait. Sur ce, je vais descendre dîner parce que j'ai toujours pas mangé, j'ai fait les 2 vidéos côte à côte, suite à la suite. J'ai les lunettes sales. Voilà, n'hésitez pas à partager votre ressenti par rapport à ce que je viens de dire.